Que fait-elle ici? C'est tout ce que Candace Murphy parvint à balbutier lorsque sa fille noire entra dans la salle de gala. La même fille qu'elle avait prétendu morte à la naissance. 23 ans plus tard, elle était de retour. Et cette fois, elle avait des preuves. Commentez d'où vous écoutez, et laissez-vous emporter par cette histoire. La flûte de champagne glissa des doigts manucurés de Candace Murphy, s'écrasant en éclats sur le sol de marbre du grand salon de bal. Le bruit résonna jusque dans les tréfonds de son âme tandis qu'elle fixait, de l'autre côté de la salle bondée, une jeune femme dont les yeux sombres portaient une étincelle douloureusement familière. Une étincelle qu'elle avait tenté d'éteindre en elle depuis 23 ans. « Maman, ça va ?» Son fils Adrien se précipita à ses côtés, sa voix inquiète peinant à percer le brouillard de reconnaissance qui l'enveloppait. Candace ne pouvait ni parler, ni respirer. L'élégante femme près de la table des enchères, ses cheveux naturels relevés en un chignon sophistiqué, son sourire radieux en discutant avec des donateurs, ressemblait trait pour trait au nourrisson que Candace avait tenu dans ses bras pendant exactement 47 minutes, avant de prendre la décision la plus déchirante de sa vie. Il me faut de l'air, murmura Candace d'une voix tremblante, se frayant un chemin à travers les invités alarmés. Mais elle ne pouvait fuir les souvenirs qui la submergeaient comme une marée impitoyable. 23 ans plus tôt, l'accouchement avait été atroce, aggravé par la honte qui consumait le cœur de Candace, alors âgée de 17 ans. Ses parents l'avaient exilée dans un établissement privé, à 3 États de là, prétendant à leur cercle social qu'elle étudiait à l'étranger. Le mensonge leur paraissait plus tolérable que la vérité, leur précieuse fille était tombée amoureuse de Benny, le fils du jardinier. Et l'enfant né de cet amour interdit allait bientôt voir le jour. Elle est magnifique, avait dit l'infirmière en posant le minuscule paquet contre la poitrine de Candace. La peau du bébé avait une teinte parfaite de café au lait. Son minuscule poing s'accrocha au doigt de Candace avec une force étonnante. Pendant ces précieuses minutes, elle avait tout oublié. Le regard horrifié de ses parents à l'annonce de sa grossesse. Les menaces de son père de la renier. Les larmes de sa mère, qu'elle appelait honte familiale. Tout ce qui comptait, c'était ce petit être parfait, né de l'amour, même si cet amour était jugé inacceptable dans le monde bien protégé de Candace. Puis, son père entra dans la chambre. Signe les papiers, Candace. Sa voix était aussi froide que l'acier en hiver. La famille adoptive l'attend. Elle aura une belle vie, avec les siens. Mais papa, c'est ma. Elle n'est rien pour nous. Ces mots la transpercèrent comme une lame. Tu signes, ou tu perds tout. Ton héritage, ta famille, ton avenir. Choisis bien. Les mains tremblantes, Candace avait saisi le stylo. Le bébé dormait paisiblement, inconsciente que son monde allait basculer. À travers ses larmes, Candace murmura. Je suis désolée, mon petit ange. Tellement désolée. D'un simple trait de plume, elle venait de renoncer à sa fille. À présent, sur la terrasse de l'hôtel, surplombant les lumières de la ville, elle comprenait que le temps n'avait jamais guéri cette blessure. Il lui avait juste appris à vivre avec une douleur constante. Elle avait épousé un homme approuvé par ses parents, donné naissance aux petits-enfants qu'ils attendaient, mené la vie qu'ils avaient planifiée. Mais chaque anniversaire, chaque fête des mères, chaque instant de silence, elle pensait à l'enfant qu'elle avait abandonné. Madame Murphy? Une voix douce brisa le flot de ses pensées. Candace se retourna. Un employé de l'hôtel lui tendait son sac de soirée. Vous avez oublié ceci à l'intérieur. Merci, souffla-t-elle, la main tremblante. Un programme de la soirée tomba de son sac. Son regard s'arrêta immédiatement sur un nom, Anna Donalds, directrice des programmes de défense des jeunes. Les mêmes yeux sombres la fixaient en photo. La ressemblance avec Benny était frappante. Le même sourire en coin, la même détermination dans la mâchoire, la même intelligence rayonnante dans le regard. Candace sentit sa gorge se nouer. Sa fille n'avait pas seulement survécu. Elle avait brillé. Pourtant, en lisant la biographie d'Anna, elle apprit que ses parents adoptifs étaient morts dans un accident lorsqu'elle avait 8 ans. Elle avait grandi en famille d'accueil. Un poids insupportable tomba sur ses épaules. La fille qu'elle avait abandonnée pour la protéger avait subi exactement ce que son père prétendait lui éviter. Candace serra le programme contre sa poitrine, le cœur battant. Elle allait l'approcher. Trouver un moyen de réparer. De demander pardon. De briser enfin ce silence qui la rongeait depuis 23 ans. Mais lorsqu'elle se tourna vers la salle, elle vit Anna à travers les portes vitrées, en pleine conversation.
Son expression changea. Son sourire s'effaça. Ses yeux s'écarquillèrent. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Candace. De la reconnaissance. Anna savait. Elle savait. Comment? Candace sentit ses jambes fléchir. Anna s'excusa auprès de son interlocuteur et s'avança d'un pas décidé vers les portes de la terrasse. Il n'y avait nulle part où fuir. Nulle part pour échapper à cette confrontation attendue depuis 23 ans. La porte s'ouvrit dans un souffle léger. Et soudain, elles furent face à face. Mère et fille. Deux inconnus liés par le sang, séparés par une vie entière de silence et de douleur. Candace Murphy, dit Anna d'une voix calme mais les mains légèrement tremblantes. Je me demandais si je te reverrais un jour. Tu sais qui je suis? La voix de Candace n'était qu'un souffle. Le rire d'Anna fut sans joie. Je le sais depuis exactement 7 ans, 3 mois et 12 jours. C'est à ce moment-là que j'ai engagé un détective privé, après que ma dernière famille d'accueil m'a mise dehors pour mes 18 ans. Elle s'interrompit, scrutant Candace avec une intensité qui la fit vaciller. Tu sais, les dossiers d'adoption ne sont pas aussi scellés qu'on le pense. Surtout quand on travaille 3 boulots pour financer la recherche. Le monde bascula sous les pieds de Candace. Anna, Tu veux savoir le plus ironique? Poursuivit Anna, sa voix se fissurant. J'ai longtemps imaginé ce moment. Ce que je te dirais. Ce que je te demanderais. Si tu penserais à moi. Si je t'avais jamais manqué. Sa voix se fit plus douce, plus fragile. Est-ce que tu t'es un jour demandé si j'allais bien? Le silence entre elles devint insoutenable. Tous les jours, murmura Candace, les larmes ruinant son maquillage. Tous les jours, depuis 23 ans. Un instant, l'armure d'Anna sembla céder. Puis elle se redressa, et Candace vit en elle la force de Benny. Alors pourquoi tu ne m'as jamais cherché? La question était simple. Mais elle portait le poids de 23 années d'abandon. Candace ouvrit la bouche, puis la referma. Comment expliquer la lâcheté qui l'avait enchaînée à une vie qui n'était pas la sienne? Comment dire à cette femme accomplie qu'elle avait choisi le confort au lieu du courage? Parce que j'avais peur, avoua-t-elle enfin. Peur que tu me détestes. Peur d'en avoir mérité chaque gramme. Je t'ai détesté, répondit Anna sans détour. Pendant des années. Tu sais ce que c'est que d'être baladé de maison en maison? De ne jamais appartenir à personne? Le cœur de Candace se fissura un peu plus. Les Donalds, mes parents adoptifs, étaient formidables. Ils m'aimaient. Mais ils sont morts quand j'avais 8 ans. Et après, disons que le système n'a rien d'un foyer pour ceux qui ne rentrent pas dans l'image idéale. Je suis désolé. Je croyais que, mon père disait que tu aurais une belle vie. Ton père? Coupa Anna, les sourcils levés. Tu veux dire l'homme qui a menacé de renier sa petite fille parce qu'elle ne correspondait pas à sa couleur de peau? Candace pâlit. Comment? Le détective était très complet. Je sais pour le fonds fiduciaire conditionné à mon inexistence. Je sais le mensonge de tes études en Europe. Je sais pour Adrien et Debbie. Les enfants que tu as gardés. Sa voix baissa, se fit tranchante. Tu m'as choisi dernière. Avant même que je naisse. Les mots la frappèrent comme des gifles. Candace s'effondra sur un banc proche, brisé, vulnérable. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. J'avais 17 ans. J'étais terrifié. Et mes parents étaient racistes? Compléta Anna d'une voix dure. Dis-le, Candace. Appelle les choses par leur nom. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée d'un petit enfant noir. Et tu as choisi leur approbation plutôt que ta fille. Un long silence s'installa. Fait de larmes étouffées, de regrets trop lourds, et de vérités trop longtemps enterrées. Enfin, Candace releva les yeux, rouges, mais plus clairs qu'ils ne l'avaient jamais été. Tu as raison sur tout. J'ai été faible, égoïste, et je t'ai trahi dans tout ce qui comptait. Elle s'interrompit. Puis, rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle ajouta. Mais s'il te plaît, Anna, ne me laisse pas mourir sans avoir essayé de te connaître. Je veux que tu saches que t'abandonner a été la plus grande erreur de ma vie. Pas un seul jour ne passe sans que je le regrette. Anna la fixa longuement. Candace pouvait voir la guerre intérieure se livrer derrière ses yeux sombres, la petite fille qui s'était toujours demandé pourquoi elle n'était pas désirée,
luttant contre la femme forte qu'elle était devenue, habituée à se protéger. J'imaginais que tu viendrais me retrouver, dit enfin Anna. Quand j'étais petite, je faisais semblant que tu me cherchais partout, que je te manquais tellement que tu n'arrivais plus à dormir. Je m'inventais des histoires où tu avais dû me confier parce que tu étais malade ou en danger, ou que quelqu'un t'avait arraché à moi. Elle essuya une larme sur sa joue. C'était plus facile que d'accepter que tu ne m'aies pas aimé assez pour te battre pour moi. Candace se leva brusquement, submergée par une émotion trop longtemps contenue. Je te voulais, dit-elle d'une voix tremblante. Je te voulais tellement que te laisser partir, c'était comme mourir. Mais j'étais moi-même qu'une enfant, et j'ai laissé les autres décider pour moi. J'ai laissé la peur gagner. Anna murmura, presque inaudible. Et maintenant? Qu'est-ce qui gagne aujourd'hui? Candace n'eut pas le temps de répondre. La porte-fenêtre s'ouvrit à nouveau, et Adrien entra sur la terrasse, le visage inquiet. Maman, tout le monde te cherche. La vente aux enchères va commencer. Il s'interrompit net en voyant Anna. Candace vit l'horreur se dessiner sur le visage de son fils à mesure que la reconnaissance prenait forme. Mon Dieu, souffla Adrien, le teint blême. C'est toi. C'est toi qu'elle a abandonné. Le visage d'Anna se durcit immédiatement. Je suis celle qu'elle a reniée, oui. Adrien regarda tour à tour les deux femmes. Candace vit les engrenages tourner dans son esprit, toutes les pièces manquantes de l'histoire familiale enfin réunies. Tous ces moments où il avait surpris sa mère en larmes sans comprendre. Les chuchotements entre ses parents qui s'interrompaient dès qu'il entrait dans la pièce. « Est-ce que papa sait que tu es là » demanda-t-il à voix basse. La question resta suspendue, comme une bombe prête à exploser. Tous trois savaient que si Chuck Murphy découvrait que sa petite-fille abandonnée avait refait surface, et dans un lieu aussi public, les conséquences seraient brutales. Comme pour confirmer leur crainte, le téléphone de Candace vibra. Son visage devint livide à la lecture du message. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Anna malgré elle. Candace leva les yeux, le regard paniqué. « Ton grand-père est là. Il vient d'arriver au gala, et quelqu'un lui a dit que j'avais une conversation intéressante sur la terrasse. » Ils restèrent figés, unis par la tempête imminente, celle qui menaçait de briser le lien fragile à peine formé entre la mère et la fille. Puis ils l'entendirent, le claquement rythmé de chaussures coûteuses sur le marbre, se rapprochant des portes vitrées. Chuck Murphy arrivait, sans savoir que la petite fille qu'il avait rayée de l'existence allait réapparaître dans sa vie. La porte s'ouvrit avec fracas, comme le ferait un homme habitué aux entrées théâtrales. Chuck Murphy fit son apparition, cheveux argentés soigneusement coiffés, smoking noir impeccable malgré ses 72 ans. Son regard bleu perçant balaya la scène avec l'œil d'un homme qui avait toujours tout contrôlé. « Candace, mais que fais-tu ici ? Les gens posent des questions à propos d'eux. » Il s'interrompit. Son regard venait de tomber sur Anna. Le silence devint assourdissant. Candace vit le visage de son père traverser toute une gamme d'émotions, confusion, reconnaissance, puis une fureur glaciale qui la fit frissonner. Elle connaissait ce regard. 23 ans plus tôt, il lui avait lancé ce même regard lorsqu'elle l'avait supplié de garder son bébé. « Toi » murmura Chuck d'une voix grave, mais lourde comme un orage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Anna releva le menton, pleine de défis, écho douloureux de la jeunesse de Candace. « Bonjour, grand-père. Ravi de te rencontrer enfin. » Le mot « grand-père » le frappa comme un coup de poing. Son visage devint cramoisi, puis blêmit dangereusement. Adrien se rapprocha instinctivement de sa mère, prêt à la protéger de l'explosion imminente. « Tu n'as aucun droit de m'appeler comme ça » gronda Chuck. « Tu n'as aucun droit d'être ici, ni de parler à ma famille, ni même d'exister. » « Tu l'as bien fait comprendre il y a 23 ans, répliqua Anna d'une voix calme, mais les yeux en feu, quand tu as forcé ma mère à me signer comme si j'étais un objet défectueux. Chuck serra les poings. Cette fille, dit-il en désignant Candace, a fait son choix. Elle a choisi sa famille, son avenir, ses responsabilités, au lieu d'un accident qui aurait tout détruit. Je n'étais pas un accident, répondit Anna doucement, mais avec une telle assurance que ses mots transpercèrent la rage de Chuck. J'étais un bébé, ta petite fille, et tu m'as jeté comme une tache indésirable, parce que ma peau n'était pas de la bonne couleur pour ton image si précieuse. Ne t'avise pas de. Elle a raison, l'interrompit Adrien, la voix tremblante d'émotion. Toute ta vie, tu as prêché les valeurs familiales, protégé le nom Murphy, et tu as abandonné ton propre sang parce qu'elle ne te ressemblait pas.
Chuck se retourna vers son fils. Tu ne comprends pas les complexités de tout cela. Je comprends parfaitement, répliqua Adrien avec force. J'ai eu une sœur toute ma vie et tu m'en as privé. Tu as laissé maman porter seule ce poids, ce chagrin, parce que tu ne voulais pas admettre que tu avais commis une faute immense. Candace regardait son fils avec étonnement. Elle ne l'avait jamais vu tenir tête à son père ainsi. Le petit garçon avide de son approbation voyait enfin la réalité derrière le masque du patriarche. Adrien, tu dépasses les bornes. Non, papa. C'est toi qui les dépasses. Il se tourna vers Anna, les yeux pleins de regret et de tristesse. Je suis désolé. Tellement désolé de ne pas avoir su, de ne pas t'avoir connu. Anna le regarda longuement, décelant peut-être en lui un allié inattendu. Ce n'est pas ta faute. Tu étais un enfant. Mais tu ne le es plus. Les mots pesèrent sur Adrien comme un défi. Il semblait tout à coup saisir l'ampleur des non-dits, la tristesse inexpliquée de sa mère, les conversations qui s'interrompaient quand il entrait. « Quel est ton nom » demanda-t-il à voix basse. « Ton vrai nom, celui que nos parents t'avaient donné. » Il ne put terminer la phrase. « Carole » répondit Anna doucement. Candace sursauta. Elle avait oublié. Mais elle se souvenait maintenant de ces 47 minutes précieuses où elle avait murmuré ce prénom à son bébé. Ma mère de naissance m'a appelé Carole avant qu'on me donne, mais les Donald m'ont appelé Anna, et c'est le nom que j'ai porté. Carole, murmura Candace, les larmes coulant sur ses joues. Je m'en souviens. Tu étais parfaite, si belle. Je t'ai appelée Carole, parce que ça veut dire princesse, et tu étais ma petite princesse. Chuck émit un grognement de dégoût. C'est exactement ce que je voulais éviter. Ce pathos, ce désordre émotionnel, cette intrusion dans nos vies. Nos vies ? Coupa Anna avec une rage froide. Et la mienne ? Tu sais ce qui m'est arrivé, après que tu m'as effacé de ta jolie photo de famille. Je m'en fiche, dit Chuck, glacial. La cruauté de ces mots sembla vider l'air de la terrasse. Mais Anna sourit. Un sourire qui n'avait rien d'agréable. Tu devrais t'en soucier. Parce que pendant que tu vivais dans ton manoir et que tu participais à tes galas de bienfaisance, moi je construisais quelque chose. Tu sais ce que je fais, grand-père ? Le regard de Chuck se rétrécit, méfiant. Je suis assistante sociale et militante pour la jeunesse. Je me spécialise dans les cas d'abandon familial et de racisme institutionnel dans l'adoption. Et j'ai écrit de nombreux articles sur l'impact du colorisme dans les familles. Elle fit une pause, le temps que cela s'imprime. Et j'ai été invité à intervenir au prochain congrès national des valeurs familiales. Tu sais, celui que ta société sponsorise chaque année. Le visage de Chuck devint livide. Tu n'oserais pas. Oser quoi ? Partager mon histoire ? Témoigner ? Expliquer comment des familles blanches riches abandonnent leurs enfants métis pour préserver leur statut social ? La voix d'Anna était douce, mais son regard était d'acier. C'est exactement ce que j'ai été invité à faire. Candace vit le monde de son père commencer à s'effondrer. Le nom Murphy, bâti sur des décennies de façades publiques, vacillait. L'homme qui avait toujours su manipuler, dominer, imposer, faisait face à un adversaire qu'il ne pouvait ni acheter, ni menacer, ni faire taire. « Tu veux nous détruire » demanda Chuck d'une voix vide. « Non » répondit Anna, sa voix empreinte d'une véritable tristesse. « Je veux comprendre pourquoi tu m'as détruite, pourquoi je ne valais pas la peine d'être aimée. Pourquoi le bonheur de ma mère comptait si peu à tes yeux que tu as préféré la condamner à la souffrance plutôt que de m'accepter. » Candace fit un pas en avant. Elle puisa un courage insoupçonné. « Ça suffit, papa. » Sa voix était calme, mais ferme. Assez de mensonges. Assez de contrôle. Assez de douleur. Je ne te laisserai plus lui faire de mal. Je ne te laisserai plus nous faire de mal. Chuck la fixa comme si elle venait de le gifler. Candace, tu ne sais pas ce que tu dis. Le scandale, les dégâts causés à notre réputation. Je me fiche de notre réputation, dit Candace. Ces mots, posés sur sa langue, avaient le goût d'une libération. Ce qui m'importe, c'est ma fille. Celle pour qui j'aurais dû me battre il y a 23 ans. Maman, souffla Adrienne. Quand Candace tourna les yeux vers lui, elle n'y vit ni jugement ni reproche, mais un soutien silencieux, profond. Que devons-nous faire ? Demanda-t-il. Une question si simple. Et pourtant,
elle changea tout. Pour la première fois depuis 23 ans, Candace ne se sentait plus seule au milieu d'adversaires. Elle avait des alliés. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Anna vibra. Elle y jeta un coup d'œil, et son visage se transforma, gagné par l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Candace. « C'est mon assistante. Il y a eu un accident au centre pour jeunes où je travaille. Un de nos enfants. » Elle s'interrompit, tiraillée entre le drame familial qui se déroulait sous ses yeux et l'urgence professionnelle qui réclamait son attention. « Va-t'en » dit immédiatement Candace. « Quoi que ce soit, va t'en occuper. » « Mais on n'a pas terminé » protesta Anna. « Non, on n'a pas terminé » confirma Candace. « Mais ces enfants ont besoin de toi, maintenant. Et moi. » Elle s'arrêta, plongeant son regard dans celui de sa fille. « Je t'ai déjà volé 23 ans. Je ne volerai pas une seconde de plus à ceux qui comptent sur toi. » Anna la fixa longuement. Et dans ses yeux sombres, Candace crut percevoir quelque chose changer. Pas encore le pardon, mais peut-être la possibilité d'un pardon. « Je dois y aller » dit Anna, se dirigeant déjà vers la porte. Elle s'arrêta pourtant, se retourna. « Ce n'est pas fini. Rien de tout ça. »« Je sais » répondit Candace. « Et je serai là quand tu seras prête à continuer. » Quand Anna disparut dans le tumulte du gala, Chuck se tourna vers sa fille, la rage brûlant dans ses yeux. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Mais Candace n'était plus la jeune fille apeurée de 17 ans qui s'était effondrée sous sa pression. Elle était une mère. Une mère qui venait de retrouver sa fille. Et elle ne comptait pas la perdre à nouveau. « Si. Je sais exactement ce que j'ai déclenché, » dit-elle calmement. « J'ai déclenché la vérité. Et il était temps. » Ce que personne ne savait encore, c'est qu'Anna n'était pas partie à cause d'un accident au centre pour jeunes. Le message venait de son détective privé. Et l'information qu'il lui avait transmise allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la nuit où Carol était née. Une révélation qui impliquait Chuck Murphy bien plus profondément qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer. 3 jours après le gala caritatif, Candace était assise dans son salon immaculé, fixant la carte de visite qu'Anna lui avait glissée discrètement dans la main avant de partir. Une simple carte blanche, où figurait un nom au détective Ray Collins et un numéro de téléphone. Au verso, de l'écriture soignée d'Anna, 4 mots, appelle-le. Tu comprendras. La maison semblait étouffante dans son silence. Chuck s'était enfermé dans son bureau, refusant de parler depuis la confrontation. Adrienne avait appelé 2 fois, posant des questions hésitantes sur sa sœur ou des questions auxquelles Candace ne savait répondre. Quant à Debbie, sa fille cadette, elle restait dans une ignorance paisible, sans savoir que son univers était sur le point de basculer. Les mains tremblantes, Candace composa le numéro. Collins Investigation, répondit une voix grave au 2e appel. Ici Candace Murphy. Je crois que vous enquêtez sur ma famille. Un silence. Madame Murphy, je me demandais quand vous appelleriez. Votre fille m'a dit que vous me contacteriez un jour. Qu'avez-vous découvert demanda Candace, sa voix à peine stable. Bien plus que ce que vous voudrez entendre au téléphone. Pouvez-vous me retrouver dans un endroit discret? Un lieu où votre père ne saura pas. La simple évocation de son père lui glaça le sang. Que savez-vous? Tout, Madame Murphy. Absolument tout. 1 heure plus tard, Candace se tenait face à Ray Collins, dans un petit café à 20 mètres de son quartier. Le détective n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé, un homme noir dans la soixantaine, au visage doux, marqué par les ténèbres du monde. Votre fille m'a engagé il y a 7 ans pour vous retrouver, commença-t-il, glissant un dossier épais en carton manille. Mais ce que nous avons découvert dépasse de loin une simple affaire d'adoption. Les mains tremblantes, Candace ouvrit le dossier. Le premier document était l'acte de naissance original de Carol, celui qu'elle avait tenu pendant ces 47 précieuses minutes. Mais d'autres papiers s'y trouvaient, des documents officiels qu'elle ne reconnaissait pas. Ceci est un faux certificat de décès, expliqua Collins calmement. Daté du lendemain de la naissance de Carol. Selon ce document déposé auprès de l'État, votre fille est décédée de complications à la naissance. Le monde de Candace vacilla. C'est impossible, murmura-t-elle. Je l'ai tenue dans mes bras. Elle était en vie. Elle était parfaite. Elle l'était. Mais quelqu'un voulait faire croire au contraire. Collins pointa une signature en bas du document.
C'est la signature de votre père, Madame Murphy. Chuck Murphy a payé un médecin pour falsifier un certificat de décès pour sa propre petite-fille. Le café devint soudain irrespirable. Candace fixait cette signature, ce gribouillis autoritaire et familier, sur un papier qui déclarait sa fille morte. Pourquoi aurait-il? Elle s'arrêta, figée, alors que la compréhension l'envahissait. Réfléchissez, souffla Collins. Si Carol était officiellement morte, elle ne pourrait jamais revenir bouleverser la vie de votre famille. Pas de scandale. Pas de question. Candace se sentait nauséeuse. Mais l'adoption était complètement officieuse, sans trace légale. Exactement. Votre père a organisé l'adoption de Carol, mais aux yeux de la loi, elle n'a jamais existé. Quand les Donald sont morts 8 ans plus tard, il n'y avait aucun tuteur légal. Parce que sur les registres, leur fille adoptive était déjà morte. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté terrifiante. Voilà pourquoi elle est entrée dans le système de placement. Il n'y avait aucune protection légale. C'est ça. Il a fallu des années à Carol Hanao pour établir légalement son identité. Elle a dû prouver qu'elle était vivante. Vous imaginez ce que ça fait à un enfant? Candace cacha son visage dans ses mains. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas tout, dit Collins d'une voix plus douce. Il sortit une autre feuille, une lettre rédigée d'une écriture tremblante. Le médecin qui a signé le faux certificat où le docteur Schatz Price est mort il y a 15 ans. Avant de mourir, il a laissé cette lettre à son avocat, à ouvrir uniquement si quelqu'un cherchait la vérité. Il a gardé des notes détaillées sur tous les services illégaux rendus à des familles puissantes. Candace lut la lettre avec horreur croissante. Le docteur Price y expliquait comment Chuck Murphy lui avait proposé $50 000 pour faire disparaître complètement ce bébé métis, sans poser de questions. Mais ce n'était pas tout. Il ne voulait pas seulement la faire disparaître. Il voulait s'assurer que vous ne la retrouveriez jamais, même si vous essayiez, ajouta Collins. Comment ça? L'adoption a été faite via un réseau spécialisé dans le placement d'enfants métis dans d'autres États, souvent dans des familles à qui l'on disait que l'enfant n'avait plus de famille vivante. C'était conçu pour rendre toute réunion future impossible. Candace avait l'impression de se noyer. Chaque vérité rendait la trahison de son père plus profonde, plus méthodique. Les Donald étaient de bonnes personnes, reprit Collins. Ils aimaient Anna. Mais on leur avait dit que ses parents biologiques étaient morts dans un accident. Donc, à 8 ans, elle est redevenue orpheline. Et elle était seule, murmura Candace. Seule. Ballottée de foyer en foyer pendant 10 ans. Et certain. La mâchoire de Collins se crispa. Disons simplement que les actes de votre père l'ont condamné à une enfance de souffrance. Candace éclata en sanglots. Il faut que je lui dise. Il faut qu'elle sache que je ne savais pas. Elle sait, répondit Collins. Ce n'est pas pour ça qu'elle voulait que vous m'appeliez. Alors pourquoi? Collins sortit un dernier document. Parce qu'il y a 3 semaines, nous avons découvert autre chose. Chuck Murphy suit Anna depuis 5 ans. Le sang de Candace se glaça. Quoi? Il a engagé un autre détective pour surveiller sa carrière, ses relations, ses prises de parole. Il constitue un dossier sur elle, documentant tout ce qu'elle dit sur l'adoption, l'abandon, le racisme institutionnel. Candace reçut cette révélation comme un coup en pleine poitrine. Il prépare quelque chose. C'est notre avis. Et cela dure depuis qu'elle a commencé à se faire un nom. Collins glissa une photo sur la table. Anna quittant son appartement, prise au téléobjectif. Cela date du mois dernier. Votre père fait surveiller votre fille, Madame Murphy. La question, c'est pourquoi. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom d'Adrienne s'afficha. Maman, il faut que tu rentres tout de suite. Sa voix était tendue, paniquée. Papa a convoqué une réunion familiale d'urgence. Debbie est là. Il a des avocats avec lui, des documents juridiques. Il parle de protéger l'héritage familial et de neutraliser les menaces. Le cœur de Candace s'arrêta. J'arrive. Elle raccrocha et regarda Collins, la peur au ventre. Il passe à l'action, pas vrai? On dirait bien, confirma Collins d'un ton grave. Madame Murphy, quoi que votre père prépare, sachez qu'il a eu des années pour s'y préparer. Il ne va pas rester là à regarder Anna exposer ce qu'il a fait.
Candace se leva, les jambes vacillantes. Je dois la prévenir. Elle sait déjà. Je l'ai appelée juste avant que vous n'arriviez. Collins lui tendit une autre carte de visite. C'est son numéro. Elle attend votre appel. Candace serra la carte dans ses mains tremblantes. Collins ajouta à voix basse. Madame Murphy, votre père a passé des décennies à contrôler le récit de votre famille, mais les récits peuvent être réécrits. La vraie question est, êtes-vous prête à aider votre fille à écrire la vérité? Candace baissa les yeux vers les preuves étalées sur la table. 23 ans de mensonges, de manipulation et de cruauté déguisée en protection familiale. Pour la première fois depuis qu'elle était adulte, elle sentit naître en elle un courage authentique. Oui, dit-elle d'une voix ferme. Il est temps que Chuck Murphy comprenne qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais sur le chemin du retour, prête à affronter le piège que son père avait sans doute préparé, Candace ne pouvait se débarrasser de cette sensation oppressante, Chuck cachait encore un secret. Quelque chose de terrible. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement son courage tout neuf, mais aussi le lien fragile qu'elle tentait de reconstruire avec la fille qu'elle avait perdue. La réunion de famille d'urgence n'avait pas pour but de protéger l'héritage des Murphy. Elle visait à détruire Anna. Définitivement. Candace serra le volant si fort que ses jointures en devinrent blanches. En tournant dans l'allée circulaire, elle vit 3 berlines noires garées devant la maison, le genre de véhicule qui criait « Avocat cher ». À travers les grandes fenêtres du salon, elle aperçut des silhouettes qui bougeaient. Son estomac se serra. Elle resta un instant dans sa voiture, les mots de Collins résonnant dans son esprit, « Votre père a passé des décennies à contrôler le récit de votre famille. » Puis, levant les yeux vers le manoir géorgien imposant à la fois sa maison d'enfance et sa cage dorée, elle comprit que ce soir-là, le récit allait enfin changer. Son téléphone vibra. Un message d'Anna, peu importe ce qu'il prépare, ne le laisse pas t'intimider. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je crois en toi. Ces mots, venus de la fille qu'elle avait abandonnée, lui donnèrent la force de franchir sa propre porte. La scène dans le salon était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Chuck était installé derrière son massif bureau en acajou, déplacé exprès depuis son bureau personnel pour dominer la pièce. 3 avocats en costumes sombres identiques l'encadraient, tels des sentinelles. Adrien, assis raide sur le canapé, affichait un visage blême de stupeur. Debbie, leur fille de 20 ans encore à la maison, regardait chacun à tour de rôle avec une confusion croissante. Ah, Candace, lança Chuck sans lever les yeux de ses papiers. Parfait timing. Nous étions justement en train de discuter de notre petit problème. Ce n'est pas un problème, papa, dit doucement Adrien. Mais sa voix portait une force nouvelle. C'est de la famille. C'est une menace pour la réputation et la sécurité financière de cette famille, coupa Chuck. Et grâce à l'étalage émotionnel de ta mère l'autre soir, elle a maintenant un levier contre nous. Candace resta debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant. Qu'est-ce que tu prépares, papa? Chuck leva enfin les yeux, et Candace vit dans son regard quelque chose qui la glaça. Pas de la colère. De la froideur. De la stratégie pure. Je prévois de neutraliser la situation avant qu'elle ne détruise tout ce que nous avons construit. Un des avocats se racla la gorge. Madame Murphy, peut-être devriez-vous vous asseoir. Ce dont nous allons discuter est assez complexe. Je préfère rester debout, merci. La voix de Candace était plus assurée qu'elle ne se sentait. Chuck sourit. Un sourire de requin sentant l'odeur du sang. Très bien. Voici ce qui va se passer, demain matin, nous déposerons une demande d'ordonnance restrictive contre Anna Donalds, pour harcèlement et tentative de chantage. C'est un mensonge, s'exclama Adrien en se levant d'un bond. Vraiment? Chuck sortit une photo. Anna, prise lors d'un gala de charité. Nous avons des témoins qui l'ont entendu menacer d'exposer notre famille lors d'une conférence nationale. Elle a engagé des détectives privés pour enquêter sur nous. Elle a confronté des membres de la famille en public. Candace sentit la nausée monter. Tu déformes tout. Je nous protège, répondit Chuck fermement. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi porter plainte contre elle pour détresse émotionnelle et diffamation. Nous réclamons 5 millions de dollars. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Seul le souffle court de Debbie se fit entendre. 5 millions? Pourquoi? Pour 23 ans de mensonges, dit Chuck d'un ton neutre. Tu vois, Debbie,
ce que ta mère ne t'a jamais dit, c'est qu'elle avait eu un autre enfant avant toi et Adrien. Un enfant qu'elle a fait adopter parce qu'elle était jeune et qu'elle avait fait une erreur. Debbie fixa sa mère, choquée. Tu as eu un autre bébé? Avant que Candace puisse répondre, Chuck reprit, mais cette femme, cette Anna, a passé des années à mentir sur notre famille. Elle prétend que nous l'avons abandonnée, alors qu'elle a été placée dans une famille aimante par des voies légales. Ce n'est pas ce qui s'est passé, murmura Candace. Mais Chuck poursuivit, implacable, elle essaie maintenant de nous extorquer en menaçant de raconter une histoire inventée d'abandon et de racisme. Elle est calculatrice, manipulatrice, et dangereuse pour tout ce que nous avons construit. Candace, horrifiée, regarda son père transformer Anna en menace publique et se poser en victime. Une manipulation d'une précision chirurgicale, perfectionnée au fil des décennies. L'ordonnance l'empêchera de contacter quiconque dans cette famille, expliqua l'un des avocats. Et la plainte l'obligera à épuiser ses ressources pour se défendre au lieu de vous attaquer. Le récit public sera que la famille Murphy est victime d'un chantage organisé. Mais rien de tout ça n'est vrai, dit Adrien, plus fort. Les yeux de Chuck étincelèrent. Ce qui est vrai, Adrien, c'est que cette famille a une réputation à défendre et des intérêts à préserver. Si on la laisse continuer, cela nous coûtera des millions et notre place dans la société. Donc tu vas détruire sa vie pour protéger la tienne, demanda Candace, retrouvant sa voix. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 23 ans. Je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais nuire à cette famille. Candace fixa son père, vraiment. Et pour la première fois, elle ne vit plus le patriarche tout-puissant qu'elle avait toujours tenté d'impressionner, mais un homme dévoré par le contrôle et les apparences, prêt à écraser sa propre petite-fille pour sauver son image. Non, dit-elle doucement. Chuck leva un sourcil. Pardon? J'ai dit non. La voix de Candace devint plus forte. Je ne te laisserai pas lui faire ça. Je ne te laisserai pas la blesser à nouveau. Tu n'as pas le choix, Candace. Les documents sont prêts. Demain matin. Tu as falsifié son certificat de décès. Les mots tombèrent dans la pièce comme une bombe. Les avocats échangèrent des regards. Adrien devint livide. Debbie poussa un cri. Chuck, lui, resta impassible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Candace sortit le dossier que Collins lui avait donné et le jeta sur le bureau. Le docteur Schatz-Price a gardé des traces, papa. De tous les services illégaux rendus à des familles riches, y compris la falsification d'un certificat de décès pour que ta petite fille disparaisse à jamais. Un avocat s'approcha, feuilleta les documents, blêmit. Monsieur Murphy, est-ce vrai? Ces documents peuvent être faux, dit Chuck, mais sa voix tremblait légèrement. Ah oui? Candace ouvrit une autre page. Et les photos de surveillance? Celles que tu fais prendre d'Anna depuis 5 ans? Tu comptais leur dire que tu traquais ta propre petite fille. Debbie se leva d'un bond. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un va m'expliquer? Candace regarda sa plus jeune fille, élevée dans le confort et la sécurité qu'on avait refusé à Anna, et prit une décision. Il y a 23 ans, j'ai eu un enfant avec un homme que ton grand-père désapprouvait parce qu'il était noir. Au lieu de me soutenir, papa m'a forcé à la faire adopter, puis il a falsifié son certificat de décès pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais nous retrouver, ni que nous puissions la retrouver. La voix de Candace gagnait en force à chaque mot. Quand ses parents adoptifs étaient décédés, elle avait été placée en famille d'accueil, car légalement, elle n'existait pas. Elle avait souffert pendant des années à cause de ses mensonges. Debbie se laissa tomber sur le canapé, fixant sa mère, abasourdie. Et maintenant, poursuivit Candace, elle est une assistante sociale accomplie, qui consacre sa vie à aider les enfants abandonnés. Elle n'essaie pas de nous extorquer. Elle essaie de comprendre pourquoi sa propre famille l'a jetée comme un déchet. Adrienne se leva et se plaça aux côtés de sa mère. Maman a raison, papa. Ça doit cesser. Le masque de contrôle de Chuck se fissura enfin, révélant l'homme désespéré qu'il était au fond. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Si cette histoire s'ébruite, elle nous détruira. L'entreprise, la fondation, tout ce que nous avons construit. Parfait, dit Debbie à voix basse. Tout le monde se tourna vers elle, stupéfait. Si notre réussite repose sur l'abandon de membres de la famille et des mensonges, alors peut-être mérite-t-elle d'être détruite. Candace sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'elle regardait ses enfants. Tous deux avaient choisi la vérité plutôt que le confort,
la famille plutôt que la réputation. Chuck comprit qu'il perdait le contrôle de son récit, et sa panique le rendit cruel. Très bien. Vous voulez la vérité? La vérité, c'est que ce bébé n'a jamais vraiment fait partie de nous. Elle est le fruit de ton erreur d'adolescente avec la domestique. Et je n'allais pas laisser un moment d'égarement ruiner des générations d'héritage familial. La cruauté de ces mots raviva le courage qui restait à Candace. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Anna, mettant le haut-parleur. Allô? La voix d'Anna emplit la pièce. Anna, c'est Candace. Je suis ici avec Adrien et Debbie. Je veux que tu saches que tu as une famille qui t'aime. Nous ne t'avons pas tous abandonné il y a 23 ans, et aucun de nous ne t'abandonnera aujourd'hui. Un silence suivit, puis le son de pleurs étouffés. Maman? La voix d'Anna était fragile, vulnérable, pleine d'espoir. Oui, ma chérie. Je suis là. Nous sommes tous là, et cette fois, nous allons nous battre pour toi. Mais Chuck n'avait pas dit son dernier mot. Tandis que Candace parlait à sa fille, il fit un discret signe à l'un de ses avocats, qui hocha la tête et sortit de la pièce. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Chuck Murphy avait encore une carte à jouer. Une carte qui détruirait peut-être Anna, ou le révélerait enfin tel qu'il était réellement. 20 minutes plus tard, l'avocat revint, le visage fermé, et murmura quelque chose à l'oreille de Chuck. Candace vit le visage de son père passer du désespoir à une expression proche du triomphe. Son sang se glaça. Eh bien, dit Chuck en se levant lentement. Il semble que notre conversation soit plus que jamais d'actualité. Anna, tu es toujours là. La voix d'Anna résonna par le haut-parleur, désormais méfiante. Je suis là. Excellent. Car j'ai des nouvelles qui pourraient grandement t'intéresser. La voix de Chuck portait ce ton de pouvoir glacial qui avait intimidé Candace toute sa vie. Mon avocat vient de m'informer d'un développement dans ton dossier. Quel genre de développement? Demanda Candace en se rapprochant protectrice du téléphone. Chuck sourit de ce sourire froid et prédateur qu'elle connaissait si bien. Il semble que notre chère Anna ait été moins que sincère concernant ses motivations à renouer avec cette famille. Dis-moi, Anna, as-tu mentionné à ta mère biologique que tu fais actuellement l'objet d'une plainte de la ville pour irrégularité financière dans ton centre jeunesse? Le silence fut assourdissant. Quoi? Chuchota Candace. Oh oui, poursuivit Chuck avec délectation. Il semblerait que 50 000 $ de fonds publics aient disparu du budget de ton programme. L'enquête a commencé il y a 3 semaines, pile au moment où tu as commencé à proférer tes menaces publiques contre notre famille. Ce n'est pas, commença Anna. Mes sources me disent que tu risques des accusations criminelles pour détournement de fonds. Imagine ce que ça donne. Une femme désespérée surgit de nulle part, menace d'exposer sa riche famille biologique. Que cherchais-tu? Des excuses? Une reconnaissance? Ou quelque chose de plus tangible? Candace sentit la pièce tourner autour d'elle. Tu mens. Vraiment, fit Chuck en tendant un dossier Manila que son avocat venait de lui remettre. Rapport d'enquête criminelle déposé auprès du procureur. Ta fille risque jusqu'à 10 ans de prison, Candace. Sauf, bien sûr, si les charges venaient à disparaître mystérieusement. L'implication flotta dans l'air comme un poison. Adrienne s'avança, le visage rouge de colère. C'est toi. Tu as orchestré tout ça. Tu l'as piégé. J'ai protégé cette famille, répondit Chuck calmement. Et maintenant, Mademoiselle Donalds a un choix à faire. Elle peut disparaître de nos vies et voir ses ennuis disparaître aussi. Ou continuer sa croisade contre nous et faire face aux conséquences. Conséquences que tu as probablement inventées, dit Debbie, sa voix tremblante de rage. Mais c'est la voix d'Anna qui trancha net le silence, claire, douloureuse. Il ne les a pas inventées. Le cœur de Candace s'arrêta. Quoi? L'argent manquant est réel, dit Anna calmement, mais pas pour les raisons qu'il insinue. Elle fit une pause, puis reprit, sa voix habitée d'une force qui rappelait à Candace le bébé qui, 23 ans plus tôt, avait serré son doigt avec une telle volonté. Il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'un de nos jeunes, Benny, 17 ans, était abusé par son père d'accueil. Le système l'avait abandonné, et il allait se retrouver à la rue. Les procédures officielles auraient pris des mois. Il avait besoin d'aide immédiatement. Candace retenait son souffle. Alors oui, j'ai pris 50 000 $ du budget pour lui louer un appartement sûr, à lui et à 3 autres jeunes dans la même situation.
Je comptais rembourser avec mes économies et des dons, mais l'audit est tombé avant que je puisse régulariser. C'est tout de même du vol, fit remarquer un avocat de Chuck. Oui, répondit Anna sans hésiter. Et j'en assumerai les conséquences. Mais je veux que tout le monde comprenne une chose. Je préfère aller en prison plutôt que de laisser des enfants souffrir alors que j'ai les moyens de les aider. Le silence se fit. La dignité tranquille dans sa voix imposa le respect. Candace sentit à nouveau les larmes couler. Sa fille, celle qu'elle avait abandonnée pour la protéger, était devenue exactement la personne qu'elle-même n'avait pas su être 23 ans plus tôt. Chuck reprit la parole, brisant le moment. Vous voyez ? Elle admet un comportement criminel. Ce n'est pas une question de famille, de racisme ou d'abandon. C'est une femme désespérée qui tente de dissimuler ses crimes. Mais Candace n'écoutait plus. Elle regardait Adrienne et Debbie, et elle vit dans leurs yeux ce qu'elle ressentait. Anna n'était pas revenue pour de l'argent ou de la vengeance. Elle était venue chercher quelque chose de bien plus précieux, et bien plus menaçant pour le monde de Chuck, l'amour, l'acceptation. Combien ? Demanda Candace doucement. Quoi ? Lâcha Chuck. Combien faut-il pour réparer ça ? 50 000 ? 100 000 ? Candace, tu ne vas tout de même pas. Je ne réfléchis plus. Je décide. Adrien, Debbie, combien avons-nous dans nos fonds ? Adrienne sortit son téléphone, tapota rapidement. Environ 200 000, sans déclencher de contrôle. Debbie hocha la tête. J'ai 50 000 dans mon fonds universitaire. Je ne l'utilise pas. 250 000, dit Candace. De quoi couvrir l'argent manquant, les frais juridiques, et aider Anna à agrandir son programme. Le visage de Chuck devint pourpre de rage. Je ne te laisserai pas gaspiller $250 000 pour une criminelle. Tu ne laisses plus rien, répondit Candace. Pendant 23 ans, tu as contrôlé ma vie, mes choix, mon bonheur. Tu m'as fait croire que l'abandonner était juste. Mais c'est fini. Elle se tourna vers le téléphone. Anna, ma chérie, tu es toujours là ? Oui, maman, dit-elle dans un sanglot. Je ne peux pas te rendre ton enfance. Je ne peux pas effacer la douleur. Mais je peux t'offrir quelque chose aujourd'hui, une famille qui te choisit, qui te défend, qui t'aime tel que tu es. Et les poursuites ? Demanda Anna. On s'en occupe, répondit Adrienne. Toutes. Tu ne seras plus seule. Debbie s'approcha. Et je veux te connaître. Je veux comprendre ton travail. Et t'aider, si tu m'y autorises. À travers le téléphone, ils entendirent Anna pleurer. Pas les pleurs du rejet, mais ceux de quelqu'un qui venait enfin de trouver ce qu'il cherchait depuis toujours. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu rentres à la maison, dit Candace. Oui, répondit Anna en pleurant. Oui, je rentre à la maison. Chuck regarda sa famille, sa femme, son fils, sa fille, tous unis contre lui pour la première fois. Ses avocats semblaient mal à l'aise. Leur stratégie venait de s'effondrer. Vous faites une erreur, lança-t-il froidement. Vous allez tout détruire. Candace le regarda, vraiment. Et ne ressentit que de la pitié. Non, papa. Pour une fois, on va construire quelque chose qui en vaut la peine. 3 mois plus tard, Candace se tenait dans le centre jeunesse rénové, regardant Anna animer une discussion avec des ados qui lui rappelaient douloureusement sa fille à 17 ans, effrayée, en colère, affamée d'espoir. Les ennuis juridiques avaient été résolus. L'argent remboursé, les charges levées. Le centre agrandi, doté d'un fonds qui assurait sa pérennité. Chuck s'était opposé à tout, mais sans soutien, son pouvoir s'était écroulé. Maman, dit Anna, apparaissant à ses côtés. Prête à rencontrer Benny ? C'est lui qui a tout déclenché. Candace hocha la tête. Benny, 17 ans, grand, sérieux, aidait de jeunes enfants à faire leurs devoirs. Benny, je te présente ma mère, Candace, dit Anna, et Candace entendit la fierté dans sa voix. Le jeune homme leva les yeux. Candace y vit cette fatigue qu'elle avait reconnue chez Anna, cette nuit sur la terrasse. Mais aussi autre chose, une étincelle d'espoir, discrète mais présente. Merci, dit-il doucement, pour ce que vous avez fait. Pour avoir aidé Anna à nous aider. Candace sentit ses larmes monter. Merci à toi, pour avoir appris à ma fille ce qu'est le vrai courage. Elle l'a appris de jeunes comme toi.
Des jeunes qui n'ont jamais abandonné l'espoir, même quand le monde les avait abandonnés. En regardant Anna, entourée des enfants qui avaient besoin d'elle, Candace comprit. Sa fille était devenue la femme qu'elle-même n'avait pas eu la force d'être. Et enfin, après 23 ans à vivre dans le mensonge, Candace Murphy était rentrée chez elle.